Dans la continuité, on vous rappelle qu'il y en a une autre mardi prochain. Et en plus, on vous le dire à la fin, il y a jeudi soir un témoignage d'Alexandre Gaudarzi de SOS, ex-otage français, libéré dans l'indifférence totale, avec interdiction de raconter ce qui s'est passé. Il viendra nous le dire, je pense. Donc ça, c'est jeudi soir. Heureux de vous accueillir, sachant que Henri est derrière, en direct. Le pauvre Henri est malade. Vous avez vraiment l'air malade, Henri. Pardon. Allez-y, il est à faune. Je me meurs et me brûle et me noie. Bon, donc il y a Covid chez Plainval, et donc toute la famille est bloquée. Alors, il n'empêche qu'on a voulu le faire comme en direct, puisque il y a 15, c'est la fois dernière ou l'avant-dernière fois où il nous a manqué. Même si on a lu votre texte, mais il convient que ce soit vous qui présentiez, que vous nous racontiez un petit peu la conférence du père Michel Martin-Prével, puisque Fabrice Adjadj n'avait pas pu venir à cause du Covid, à cause de la Suisse, à cause de... Bon, bref, on vous passe les détails. On n'a pas renoncé à le faire venir, mais Inch'Allah, quand est-ce qu'il viendra. Et du coup, Henri, de tradition, remarquablement, nous raconte un petit peu ce qui s'est passé il y a 15 jours, et ce qui va se passer ce soir en présentant Anne Trumby. Bon, bref, vous avez compris. Depuis tout à l'heure, j'écorne son nom, mais qui n'est pas son nom, donc ça va alors. Henri, merci infiniment à vous. Allez-y, je mets le micro à côté. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez correctement là? Très bien. C'est bon? Dans la salle, vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Oui? C'est bon? Je ne vois pas de oui sur vos têtes. C'est bon? Bon, super. Merci beaucoup à tous. Bon, désolé d'être loin, en effet, mais ravi d'être avec vous pour introduire cette conférence de ce soir. En effet, le mois dernier, Fabrice Adjadj n'est pas venu, mais en lieu et place, grande joie pour nous d'accueillir de nouveau le père Michel Martin-Prével, qui est venu, vous vous en souvenez, nous exhorter à rechercher et à retrouver des pères à l'image de Saint Joseph. Pour cela, il a commencé par nous dépeindre une figure paternelle, une figure du père en crise. Avec la disparition, d'abord, de cette figure, quand elle est trop absente dans sa propre famille. Une crise du père, nous disait-il, qui s'enracine ensuite dans une crise plus globale de la masculinité, et même dans une crise, au fond, morale. On se souvient, il nous le rappelait, que depuis mai 68, on a voulu, souvent, supprimer ce qu'il appelait les 7 P. Les patrons, le professeur, la patrie, le prince, le prêtre et le papa. Et enfin, une crise également de l'origine. Le père nous a ensuite rappelé, indiqué combien, selon le mot justement de Fabrice Adjadj, à notre époque, on a voulu faire du père un expert, à l'opposé justement de l'attitude d'un Saint Joseph, qui était, si l'on ose dire, simplement adéquat, ajusté à Dieu, et donc, en conséquence, un excellent père. Comme si notre époque avait finalement oublié que l'éducation n'est pas la recherche de perfection, mais la croissance vers la sainteté. Le père, disait-il toujours, devrait se concentrer sur 3 mots, 3 aspects, 3 missions, 3 dimensions au fond. L'origine, le chemin et la destinée. Alors l'origine, elle est très présente dans la vie de Jésus justement, comme en témoignent les évangiles. Quand le Christ nous apprend à dire et dit avant nous notre Père, il sait fort bien de quoi il parle. Et c'est d'autant plus un paradoxe, soulignait le père Michel Martin-Prével, que le rôle du père, mais au fond le rôle des parents, c'est de perdre leur enfant après l'avoir élevé. Et ceci, l'étymologie du mot éducation le montre. Éducation, c'est ex ducere, conduire en dehors, conduire au-delà. Le chemin proposé par Saint Joseph est fait, nous rappelait-il, de travail
et de prière, faisant de Nazareth le premier monastère bénédictin de l'histoire. C'est une voie d'éducation à la liberté que nous montre Saint Joseph, d'éducation à la liberté et non pas au libre arbitre que nous montre trop souvent notre époque. Dans ce contexte, la place du Père, elle est toute d'autorité. Le véritable sens de ce mot, d'ailleurs, faut-il le rappeler, est celui d'un service, avec une tension, dès lors, entre fermeté et tendresse. Ce Père qui doit, nous disait-il, en particulier, reconnaître l'enfant, là où la mère le connaît, peut-être plus spontanément. Le reconnaître et le sortir de cette fusion un peu naturelle d'avec sa mère. Enfin, le Père a abordé la question essentielle de la complémentarité des rôles entre le Père et la mère, en commençant par cette évidence. Le Père n'existe que s'il y a la mère. La crise de la paternité, c'est aussi une crise du rapport homme-femme. La complémentarité des sexes, qui est chère à certains, nous le saurons je pense ce soir, est aujourd'hui en effet ignorée quand elle n'est pas même combattue. Or, même s'il ne faut pas être caricatural, et si tout homme a une part de féminité et vice-versa, bien sûr, certains aspects, nous rappelait-il, sont plus de l'ordre du féminin ou du masculin. Pour le dire un peu vite, vie et identité, amour et vérité, sens et loi. Au fond, s'érigeant contre ces idées, le féminisme, ou peut-être plus précisément un certain féminisme, a d'abord combattu le patriarcat avant de combattre parfois, hélas, l'homme lui-même. Ces dernières réflexions, moyennant quelques petites contorsions avec la vérité chronologique, nous amènent évidemment à la conférence de ce soir. Il nous faut maintenant, en effet, aborder le mystère féminin. Et nous avons pour cela la joie d'accueillir Anne Troubi, dont j'espère que je n'écorche pas le nom, qui vient se demander avec nous quel féminisme pour la femme. Anne Troubi, vous êtes entre autres cofondatrice du mouvement des Antigones, un mouvement qui est né au moment de la Manif pour tous et qui souhaite réfléchir à toutes les questions qui concernent les femmes, qu'elles soient de fond ou d'actualité, en partant du principe justement de l'existence d'une différence entre les sexes. Vous avez donc été amené à réfléchir sur les différents courants féministes qui existent, leurs bases intellectuelles et leurs propositions politiques. Le féminisme, dont on va parler ce soir, c'est, peut-on dire, la promotion de la femme. Mais, si l'on ose dire, quelle femme? Quelle image de la femme? Le féminisme, c'est défendre l'égalité de la femme avec l'homme. Mais d'une égalité selon quelle acception? Le féminisme, c'est témoigner de la dignité de la femme. Mais de quelle dignité parle-t-on? Parle-t-on finalement de la femme vue comme interchangeable avec l'homme, pouvant prendre sa place ou lui céder la sienne en toute chose, ne pouvant être distinguée de lui et ne devant pas chercher à l'être, parce que sans aucune singularité? Une femme pour qui la possibilité d'être mère n'est peut-être qu'un accident survenant aux périphéries de son être, ne la singularisant en aucune façon. S'agit-il de cela, de fondre l'exception féminine dans une égalité comprise plutôt comme un égalitarisme, où toute différence serait vue comme blessure, discrimination, scandale peut-être? Ou bien ce qu'il faut défendre, n'est-ce pas plutôt une égale dignité que la commune condition des hommes et des femmes comme image de Dieu qu'on a rappelé en début de ce parcours rend évidente, à laquelle ne s'oppose en aucune façon sa spécificité? Au fond, à la façon dont la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, pensait les vocations particulières dans l'Église comme une symphonie où chacun apporte sa voix propre,
ni plus grande, ni plus digne que l'autre, mais toutefois singulière. Elle avait aussi cette image de fleurs dans un champ, qui sont toutes différentes pour rendre une beauté particulière. N'est-ce pas au fond le modèle de la Vierge Marie qu'il faut contempler pour comprendre ce mystère de la femme? Un mystère fait d'accueil de la volonté de Dieu, d'intériorité, d'abandon, de don de la vie dans les multiples acceptions de cette expression. Un modèle qui n'a jamais cherché à prendre la place de Saint Joseph, même s'il faut bien sûr faire la part du contexte historique. Un abandon à la volonté de Dieu, un accueil, un sens du service, qui sont certes la vocation commune des chrétiens, mais que la femme a peut-être en elle plus naturellement, ou du moins spécifiquement. Et ceci, si l'on veut bien seulement se retenir de la rabaisser au fond dans un égalitarisme qui ne fait que de nier son mystère propre. Eh bien, Madame Troubi, nous sommes très très heureux ce soir de vous entendre sur ce thème. Merci d'avance. Donc, je prends mes petites notes. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir et de m'écouter ce soir. Alors, dans le micro. Chef, oui, chef. Là, est-ce que tout le monde m'entend? Ok. N'hésitez pas à me faire des grands signes cabalistiques si je parle trop vite, pas assez fort, trop fort. Voilà, je vais essayer de recaler ça. Voilà. Alors, donc, quel féminisme pour la femme? C'est la question qui m'a été posée ce soir. Et du coup, pour y répondre, je vais commencer par vous raconter un peu notre parcours avec ce mouvement des Antigones. On a été confrontés dès le début de ce mouvement. Nous, quand nous nous sommes rencontrés, donc les 5 fondatrices, nous avons eu envie de créer ce mouvement. Pourquoi? Parce que nous ne nous reconnaissions pas dans le discours ambiant sur les femmes, la féminité et le rapport entre les sexes. Et du coup, nous avons décidé de créer notre propre mouvement et de mener nos propres réflexions, ce qui nous a mené à monter d'abord des cercles de conférences pour approfondir cette question des rapports entre les sexes. Et du coup, très rapidement, on nous a posé cette question qu'on nous posait à chaque fois qu'on nous voyait, mais est-ce que vous êtes féministe ou pas? Donc, on a été obligés d'aller approfondir cette question-là. Et ce qui nous a amené à nous rendre compte à quel point, en fait, il y a 2 manières d'envisager ce terme de féminisme. Il y a le premier qui est cette vision extrêmement large de dire le féminisme, c'est tout ce qui défend les femmes. Parce que ça, on peut faire rentrer un petit peu tout et n'importe quoi là-dedans. Le féminisme en tant que tel, il y a une définition beaucoup plus restreinte qui est celle d'un courant de pensée. Le féminisme, il naît, on le fait naître. Les historiens du féminisme le font naître au XIXe siècle, avec notamment tous les combats type suffragette pour l'égalité des droits. Donc ce féminisme-là, il hérite déjà d'un contexte politique. Il hérite d'une conception politique nouvelle, qui est celle des Lumières, des rationalistes et de tous les théoriciens du contrat. C'est-à-dire que déjà, n'importe quel courant de pensée naît dans un contexte, se nourrit de ce contexte et suppose des prémices intellectuelles. Donc ce féminisme hérite et s'inscrit dans une vision du politique dans laquelle le mode d'expression du politique, c'est le vote des citoyens. Et dans lesquels le public et le politique se confondent. On confond l'homme et le citoyen, on confond le public et le politique. Et dans cette vision des choses, on met aussi sur le même plan des droits privés comme la propriété et des droits publics comme la résistance à l'oppression. Donc dans cette conception-là, il était assez naturel que finalement les femmes finissent par accéder aux mêmes droits politiques que les hommes dans la mesure où elles partagent la même humanité, donc elles sont des individus au même titre. Donc il était bien naturel qu'elles finissent par jouir des mêmes expressions publiques. Pour autant, elles se sont retrouvées, ça c'était au final, elles se sont retrouvées à un certain moment, c'est ce qui a créé en fait l'émergence des premiers mouvements féministes, exclues du politique à mesure que le vote, qui était auparavant collectif et familial, comme au Moyen-Âge, devenait individuel. Donc avec le Code civil notamment, qui empêche les femmes de converser, d'exercer un droit de propriété,
une autorité parentale et ou encore de transmettre leur nationalité. Donc à partir de là, quand elles se retrouvent parquées dans l'espace privé, au même moment où le citoyen devient le modèle de toute expression politique, il est naturel qu'elles finissent par obtenir les mêmes droits que les hommes, avec ce changement voilà, de la conception du corps social et du politique. Ça, c'est la première vague féministe. La deuxième, elle naît en 1945, enfin, après la Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce qu'on appelle la libération sexuelle. Le modèle type de cette vague féministe, c'est Simone de Beauvoir, qui écrit donc le deuxième siècle. Et donc ce féminisme-là, là encore, s'inscrit dans tout un contexte intellectuel, qui est celui d'une certaine idée de la liberté. La liberté, sous la plume de Sartre, qui était donc le compagnon de Beauvoir, elle a contribué à beaucoup de ses écrits, et il partage donc cette pensée qu'on appelle l'existentialisme, dans laquelle on considère que la liberté, c'est une forme d'autodétermination. Dans cette conception de la liberté, tout obstacle, toute limite physique constitue en fait un obstacle à la liberté, à l'autodétermination. Dans cette perspective-là, toutes les limites de notre corps sont des atteintes en quelque sorte à la liberté, et donc le corps masculin apparaît comme plus adapté à la liberté, on va dire, que le corps féminin. Et c'est Beauvoir qui écrit elle-même, dans le IIe siècle, que la maternité est un asservissement à l'espèce. Donc elle considérait que, de par leur sexe, les femmes avaient du coup des difficultés supplémentaires à atteindre la liberté. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va donner lieu par la suite à toutes justement les théories qu'on connaît aujourd'hui et qui veulent la fin de justement du sexe comme étant quelque chose de définitoire de l'individu. En même temps, ce féminisme qui se développe à la suite de Beauvoir, il est nourri par une troisième école de pensée qui est la fameuse French Theory. Donc c'est l'école structuraliste de Foucault et Derrida. Et donc cette école de pensée, elle considère que le monde n'est fait que de systèmes. Elle naît en France, elle va aux États-Unis et elle nous revient dans les années 80 à travers les militantes féministes et notamment les militantes féministes de l'intersectionnalité. Donc on a deux choses qui se rajoutent au féminisme, c'est cette pensée systémique et donc qui va donner lieu à des concepts comme celui de patriarcat. L'idée de patriarcat, qu'on a tendance à caricaturer en disant c'est l'oppression des hommes sur les femmes, elle suppose une certaine idée de l'histoire, de la société, comme étant un ensemble de systèmes qui se perpétuent dans le temps. Et donc ça signifie une vision aussi très linéaire de l'histoire. Par ailleurs, cette French Theory a nourri toutes ces théories de l'intersectionnalité en même temps qu'aussi les écoles de pensée marxistes. Et cette intersectionnalité suppose donc la convergence des minorités. Donc ces féminismes-là, ce féminisme de troisième vague qui nous vient des États-Unis dans les années 80, propose que toutes les minorités s'unissent pour renverser, grosso modo, le patriarcat blanc, hétérosexuel, cisgenre et j'en passe les meilleurs. Donc là, ça va être le black feminism, toutes les militantes LGBT, etc., qui vont nourrir ce nouveau féminisme des années 80. Et en même temps que se développe donc, cette nouvelle mouture de la pensée féministe, on assiste en même temps, nouvelle chose qui va nourrir ces courants de pensée, à une évolution du capitalisme qui est plus seulement érigé en modèle économique, mais en véritable modèle de société, avec derrière une certaine vision de l'homme qu'on cherche à détacher de tous ces déterminismes pour lui permettre de poser rationnellement les décisions qu'impose son intérêt propre. Dans toutes ces visions-là, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'on passe d'une vision de l'être humain intégré dans un réseau de relations à une vision de l'être humain détaché de tout contexte. Donc, une sorte d'état de nature parfait où l'être humain ne serait qu'un individu purement rationnel qui ne serait pas défini par ses attaches ni familiales, ni affectives, ni par son corps. Et c'est extrêmement intéressant de souligner ça, parce que c'est quelque chose qui traverse toute la pensée féministe, c'est un certain mépris du corps. Or, justement, le corps, c'est une des données fondamentales qui fait
qu'il y a des hommes d'un côté et des femmes de l'autre. C'est d'abord à travers nos corps que nous le vivons et que nous constatons chaque jour cette différence des sexes. J'en arrive, pour finir mon bref aperçu de l'histoire du féminisme, à la 4e vague qui serait née en 2012 avec MeToo, le scandale Weinstein, qui serait un féminisme centré sur la question des violences faites aux femmes. Ce que je vois surtout dans ce féminisme, c'est que donc on assiste aujourd'hui à une coexistence de différents courants qui semblent apparemment contradictoires. C'est typiquement face à toute cette affaire MeToo, il y avait eu la tribune signée notamment par Catherine Deneuve pour la liberté d'importuner. En fait, ça, ce ne sont que des débats internes au féminisme. C'est-à-dire que Deneuve, dans cette tribune, et les autres signataires, défendaient en réalité un autre féminisme, celui de 45, celui de 68, qui est celui de la libération sexuelle, du droit à l'avortement, du détachement des liens familiaux, etc. Et ce féminisme-là s'opposait avec MeToo aux nouvelles militantes féministes dont elle critiquait le puritanisme. Mais ce sont en fait que des distinctions, on ne pourra pas dire de surface, il y a des réelles différences dans les courants, mais on note quand même qu'en France, le féminisme dominant partage un certain nombre de prémices intellectuelles qui sont celles maintenant des théories du genre notamment, qui sont le primat de la culture sur la nature. C'est-à-dire que les théories du genre ne nient pas qu'on a un sexe biologique. Elles disent simplement que ce sexe biologique n'est pas signifiant, qui n'a aucun sens, et que voilà, on est homme ou femme, mais on peut choisir de poser des actes associés aux femmes ou aux hommes de façon totalement libre. Et du coup, donc, le féminisme en France à l'heure actuelle partage est globalement indifférencialiste, c'est-à-dire qu'il considère que les différences entre les hommes et les femmes ne sont que des données purement matérielles. Voilà. C'est des choses qu'on voit, mais qui n'ont pas d'impact sur nos vies, qui n'ont pas de sens et qui, du coup, ne doivent pas se traduire dans la société, ne doivent pas se traduire politiquement, voire au contraire, devraient être effacées. On devrait corriger les différences que ça engendre. C'est pour ça que nous, notre mouvement, nous n'avons pas choisi de nous définir comme féministes. C'est parce que nous ne nous reconnaissions dans aucune de ces propositions intellectuelles, tout simplement. C'est une certaine vision de l'homme que nous ne partageons pas. Nous voulions nous fonder, nous voulions nous placer dans la continuité de l'héritage classique européen. Et notamment, on a beaucoup nourri nos réflexions, notamment par Aristote et saint Thomas, beaucoup. Dans notre vision des choses, l'homme est corps et esprit. Et la difficulté qu'on voit dans ce féminisme-là, c'est justement cette tendance à dissocier le corps et l'esprit qui mène aujourd'hui des militantes féministes à défendre une pornographie féministe, à défendre la GPA, par la liberté des femmes à disposer de leur corps, qui défendent la prostitution, qui défendent même toute location d'utérus, etc., mais aussi le commerce des ovocytes, au nom de la liberté des femmes. Parce que dans leur vision, le corps n'étant que données matérielles, eh bien c'est un moyen dont on peut disposer, c'est une ressource dont on peut disposer à l'envie. La difficulté, c'est que justement, ce dualisme qui nourrit toute cette pensée féministe empêche aujourd'hui tous ces courants de pensée, toutes ces militantes féministes qu'on entend beaucoup, de dénoncer des violences véritables qui sont faites aux femmes, comme justement tout ce qui est PMA, GPA et commerce des ovocytes, mais aussi toutes les empêche de se positionner sur des sujets comme l'IVG, puisque l'IVG, dans leur perspective, est forcément une libération des femmes, puisque l'IVG libère les femmes d'une contrainte qui est celle de la famille, de l'enfant qui vient, et du lien avec le père potentiel de l'enfant. Donc à partir de là, on ne peut plus parler de toutes les difficultés que peuvent avoir les femmes face à une grossesse non désirée ou des suites d'un IVG, puisque c'est nécessairement bon, puisque ça libère les femmes. Voilà. En conclusion, donc, nous, on ne s'est jamais défini comme féministes pour ça, parce que nous, notre vision de l'homme n'est pas la même. Et pour autant, nous ne sommes pas définis comme antiféministes dans la mesure où nous voulions repenser
des rapports sains entre les sexes et pas tout simplement nous faire les critiques de ces mouvements féministes-là. D'autant plus qu'il en existe de très différents dans d'autres pays. Et parce que dans une vision beaucoup plus générique de défense des femmes, nous, notre objectif, c'était aussi de faire des propositions politiques concrètes face aux problématiques d'actualité que pouvaient rencontrer les femmes. Donc, effectivement, dans une vision plus élargie, on pourrait nous taxer de féministes. On a toujours gardé une position un peu en demi-teinte là-dessus parce que, voilà, le féminisme est un courant de pensée qui charrie avec lui des notions dont tout le monde n'a pas conscience. Et il charrie avec lui tout un vocabulaire et tout un univers, en fait, qui nous nourrit malgré nous. Là, j'en arrive à mon deuxième point, qui est comment repenser toutes les questions liées aux femmes et au rapport entre les sexes sur des bases saines. J'avais fait un travail, j'ai pris avec moi, j'avais écrit un petit opus l'année dernière, une petite enquête journalistique, qui est ici, voilà, je l'ai prise avec moi, voilà, qui était une petite enquête sur la présence des groupes féministes sur Internet. Le constat, c'était que les groupes féministes sur Internet sont partout, et que dans tous les débats qui concernent les femmes, nous sommes nourris par toute cette pensée que je viens de vous décrire et par des concepts forgés par des personnes qui sont en réalité des militantes qui partagent une vision de l'homme et une vision du rapport entre les sexes qui n'est pas celui de la complémentarité, qui n'est pas celui que nous défendons avec Antigone, mais qui n'est pas celui que défend l'Église, très clairement. Sauf qu'en fait, cette présence féministe sur Internet, elle est à la fois extrêmement large, omniprésente, mais elle n'est pas toujours évidente. C'est-à-dire qu'il y a un réel écosystème de contenu qui s'est constitué, qui est à la fois composé de blogs, de sites extrêmement militants, de personnes qui sont très informées, et c'est des articles politiques, des articles philosophiques, c'est des choses que très peu de gens lisent, parce que ça s'adresse à un public d'initiés, ça va être des articles universitaires, des choses comme ça. Mais tous ces contenus-là de fond vont être lus par d'autres personnes, d'autres militantes, qui vont faire un travail beaucoup plus viral. Ça va être des dessinatrices, comme par exemple la dessinatrice Emma, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu passer sur les réseaux sociaux une BD sur la charge mentale. C'est peut-être un concept qui vous dit quelque chose, la charge mentale. Non, oui. Je vois des gens qui hochent la tête. Ça avait fait un buzz à un moment, et c'était donc une dessinatrice qui avait fait donc une petite BD sur la charge mentale, donc le mot parle de lui-même, que subissent les femmes au quotidien avec tout ce qu'elles ont à penser, notamment quand elles sont mères. Alors pourquoi pas, le concept n'était pas inintéressant en soi, sauf que la BD se termine sur une explication et une leçon. Et la leçon, c'est quoi ? La leçon, c'est cette charge mentale que subissent les femmes, elle n'est pas normale, et en fait, elle est due à quoi ? Elle est due à l'éducation qu'on donne aux hommes, qui suppose que les femmes doivent s'occuper de tout dans la maison et eux ne s'occuper de rien, et que la solution à ce problème et à la souffrance terrible des femmes qui ont tant de choses à penser, ça va être de rééduquer les garçons, voilà. Et de faire un partage à 50%, à 50-50 des tâches ménagères. Donc cette BD qui évoque une réalité pour beaucoup de femmes, qui est que, oui, il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses auxquelles pensent seulement les mères de famille et pas les pères de famille, ne présente qu'un angle de la situation, pas celui du père de famille, ne présente en aucune façon la charge mentale qu'elle lui peut avoir, et par ailleurs, quand on est une femme et qu'on lit ça, on peut aisément s'y reconnaître, sauf que la grille de lecture est fournie clé en main, et cette grille de lecture-là, elle vient nourrir tout un imaginaire féministe, elle vient nourrir un vocabulaire féministe, elle vient mettre des grilles de lecture qui viennent alimenter tout simplement une guerre des sexes. Et c'est le cas avec énormément de contenu sur Internet. Quand une jeune fille va chercher des informations sur ses premières relations amoureuses, si elle tombe enceinte, sur la sexualité en général, etc., elle va tomber à 95% sur des sites féministes qui vont lui dire que la pilule c'est génial, que de toute façon il y a tel numéro qu'elles peuvent appeler si elles tombent enceintes pour avorter, et que de toute façon elles ont bien le droit de demander à l'infirmière scolaire de prendre une pilule le lendemain. C'est ça sur quoi les jeunes filles tombent aujourd'hui quand elles cherchent des réponses à ce genre de questions. Et derrière ces sites, il y a des militantes
Sur toutes les questions relatives aux femmes, on trouve des contenus sur Internet, on trouve des contenus de tous les genres, et on trouve notamment des contenus participatifs, ça va être des forums, ça va être aussi tout simplement des petites vignettes, voilà, des petites vignettes Instagram extrêmement fun, sexy, colorées, qu'on a envie de partager parce que ça dit sois forte. Et derrière tous ces contenus-là, il y a encore une fois des prémices intellectuelles que nous ne partageons pas. C'est ce qui est extrêmement difficile avec ce sujet, c'est que c'est très alléchant le féminisme 2.0, parce que ça se traduit en vidéo, parce que ça se traduit en BD, parce que ça se traduit en jolies images sur Internet. Sauf que derrière, ce qu'on véhicule quand on partage ces contenus-là, ce qu'on véhicule quand on reprend ces concepts-là, c'est une vision erronée de l'homme, de la femme et de leur rapport dans la société. Alors comment faire pour justement repenser les femmes et la féminité sur des bases saines? La première chose, c'est, à mon sens, justement de se former et de s'informer. Je vous l'ai dit, tous ces contenus sur Internet, je vais être très complotiste, mais avancent masqués. C'est pas fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute une microsphère de créatrices de contenu qui se connaissent, pour beaucoup d'entre elles, qui sont issues des mêmes milieux journalistiques, etc. Et qui, du coup, partagent aussi une certaine vision du monde, valeurs, etc. Donc, il n'y a rien de caché à ça. Mais le public, lui, quand il reçoit, l'internaute moyen, quand il reçoit ces contenus, ne se rend pas forcément compte. J'ai retrouvé des termes, comme le terme de féminicide, dans des journaux. Le Figaro, maintenant, parle de féminicide. D'accord ? Il y a des journaux d'extrême droite, anti-féministes, qui parlent de féminicide. Féminicide, c'est un concept qui a été forgé par des militantes féministes qui suppose l'existence d'un patriarcat qui oppresse les femmes depuis des millénaires, qui suppose l'existence d'une culture du viol, c'est-à-dire dans lequel, par exemple, la galanterie, c'est le premier pas vers le viol. Le féminicide, ça suppose aussi, de façon très paradoxale, une forme d'essentialisation. C'est-à-dire que d'un côté, toutes ces différences entre hommes et femmes sont construites, on éduque les hommes à être des potentiels violeurs, mais de l'autre côté, à cause de leur éducation, tous les hommes deviennent des violeurs potentiels et toutes les femmes des victimes potentielles. Donc on arrive dans ce concept-là à rejoindre deux paradoxes, à la fois essentialiser chaque sexe, tout en expliquant que tout est construit et que, en reprenant l'éducation des garçons, en venant à bout du patriarcat, de la culture du viol, etc., on va réussir à forger un homme nouveau, un homme féministe. Il y a un livre comme ça d'une militante qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils », et qui propose des moyens comme ça, des recettes pour éduquer un garçon féministe. Donc la première chose, c'est donc de se former, de s'informer pour réussir à faire le tri dans les contenus qu'on nous donne, dans le vocabulaire que nous utilisons au quotidien, et par ailleurs dans le vocabulaire sur lesquels nos enfants, et les contenus sur lesquels nos enfants, plutôt les adolescents je pense, vont tomber, parce que ça va être leur première source d'information sur beaucoup de sujets, et parce que c'est des concepts qui, même lorsque, en tant que parent, on est vigilant, vont leur être véhiculés par l'école, par les enseignants, à travers les différentes circulaires. C'est un vocabulaire qui s'immisce partout, jusque dans les circulaires gouvernementales. On le voit avec l'écriture inclusive, qui, alors qu'elle a été quand même interdite dans les documents gouvernementaux, est utilisée dans une circulaire sur deux. Donc, ensuite, une fois qu'on a repéré ça, il s'agit de se former pour avoir des arguments pour lutter contre, tout simplement. Donc là, nous, c'est aussi le travail qu'on essaie de faire avec Antigone quand on fait des critiques d'actualité, c'est aussi de donner des arguments sur tous ces différents sujets. Et nous, pour donner ces arguments, quel travail on a fait? On a fait tout un travail de réflexion sur quelle est la vision, nous, qu'on veut défendre, parce que c'est ça qui est le plus important. Plutôt que de s'opposer en permanence, c'est surtout d'avoir une belle vision de l'homme, de la femme et de leur relation à promouvoir et en des termes clairs. Une des grandes difficultés des défenseurs de la complémentarité des sexes, c'est que ça a été pendant tellement longtemps une évidence qu'on a rarement les mots pour le dire. Quand on vous dit, quand on vous propose des journées de la jupe dans les collèges ou quand on explique que le sexe n'a aucune importance, la première réaction c'est de se dire c'est complètement con. Si un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, ça se voit. Ça ne suffit plus. À l'heure actuelle, c'est des arguments qui n'ont aucune force dans un débat. Il faut en revenir à des arguments qui sont philosophiques et qui sont politiques pour pouvoir défendre cette position et la défendre avec justesse.
Parce que la difficulté, face à toutes ces théories et toutes ces courants de pensée qui remettent en question jusqu'au fondement même de la féminité et de la masculinité, c'est aussi la crispation sur des positions caricaturales, type les femmes sont douces, les hommes sont forts, les femmes à la cuisine, les hommes au bureau, ce qui n'est pas spécialement plus constructif non plus. Donc revenons-en à quelques définitions pour nous libérer un petit peu de tout ça et essayer de repenser les femmes, la féminité et la complémentarité des sexes. Donc la différence des sexes, c'est quoi? C'est la sexuation, c'est une dimension qui est à la fois nécessaire et signifiante de la personne humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on partage la même humanité. À ce titre-là, quand on parle de nature féminine ou de nature masculine, c'est des effets de langage. Ce qu'on partage, c'est avant tout une nature humaine. Par contre, la sexuation, c'est une dimension qui est indispensable à notre humanité. On a été créés hommes et femmes, on est hommes et femmes, et elle est nécessaire à notre humanité. Pourquoi? Parce que tout simplement, la pérennité de l'être humain et de la société ne sont possibles que s'il y a à chaque génération des individus des deux sexes. Voilà. Et qu'il faut encore des gamètes mâles et des gamètes femelles pour pouvoir avoir des bébés. Donc, c'est pour ça qu'on peut qualifier donc la différence des sexes de nécessaire. Elle est aussi signifiante. Et c'est là où nous, on va s'opposer aux théories du genre, notamment, mais pas seulement. C'est pour dire que cette sexuation, elle a un impact, et un impact important sur qui nous sommes, sur notre identité, sur notre rapport au monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a, de par tout simplement notre système reproductif différent, de par le fait que les hommes ont une mode de reproduction plus linéaire, les femmes ont un cycle, on a un rapport au temps différent. C'est pas la même chose de vivre avec un cycle, de vivre avec une temporalité et une fertilité limitée qu'une fertilité linéaire et illimitée. On n'a pas le même vécu de l'acte sexuel, on n'a pas le même vécu de la génération, c'est pas la même chose d'être un père et d'être une mère, c'est pas la même chose de porter un enfant 9 mois dans son ventre que de l'accueillir une fois qu'il arrive tout fait. Donc cette sexuation a un impact extrêmement important sur notre rapport au monde, sur notre manière d'envisager les choses. Elle implique un certain nombre de potentialités qui vont être actualisées ou pas, c'est-à-dire que c'est extrêmement important de rappeler que chaque homme est potentiellement père et chaque femme potentiellement mère. Pourquoi? Pas parce que c'est un destin pour qui que ce soit, pas parce que toutes les femmes seraient obligées de l'être, mais parce qu'on va nécessairement se positionner par rapport à cette potentialité. Soit en disant oui, moi j'en ai envie, soit non, moi je ne veux pas, soit moi c'est un drame parce que je ne peux pas. Et souvent d'ailleurs, l'infertilité par exemple est très mal vécue aussi parce que normalement on devrait pouvoir être père ou mère. C'est ce que la nature a prévu et que c'est un accident, l'infertilité, qui est au centre en fait de cette réflexion sur la différence des sexes et sur cette capacité des sexes, cette fécondité en fait du rapport entre les sexes. Un deuxième terme, autre que la différence des sexes qu'il faut redéfinir et qu'il faut défendre, c'est celui de complémentarité. La complémentarité, c'est donc un rapport au monde, hein, où aux hommes et aux femmes se surimposent les notions de masculin et de féminin. Dans la plupart des civilisations premières, le monde s'organise en fonction de dualités symboliques. Donc le froid et le chaud, le sec et l'humide, le masculin et le féminin. Donc c'est cette complémentarité entre le masculin et le féminin, c'est d'abord un principe organisateur du monde qui traverse l'être humain. D'où des représentations comme par exemple celle du yin et du yang qui permettent de comprendre qu'un homme peut avoir une part de féminité, une femme aimer des activités masculines, etc., etc. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et pour autant, nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, un rôle à jouer en fonction de ces dualités. Et c'est d'ailleurs intéressant ce petit détour par les spiritualités orientales, parce qu'on les connaît aujourd'hui mieux que notre propre tradition occidentale. Mais par exemple, dans la Chine ancienne, on considérait que n'importe quel couple, n'importe quel homme et quelle femme qui faisait l'amour participait à la stabilité du monde, parce qu'il rejoue l'interaction entre le ciel et la terre.
Donc, dans cette vision des choses, dans cette manière de penser, les interactions entre les sexes sont fondamentales pour la stabilité et pour la garantie de l'ordre et du bon fonctionnement du monde. Alors, il faut savoir que c'était aussi le cas dans notre pensée occidentale pendant fort longtemps. Cette complémentarité des sexes, cette vision du masculin et du féminin comme d'un couple dynamique qui traverse en fait chaque élément de notre quotidien, c'est une vision qui a prévalu pendant fort longtemps jusqu'en Occident. Et donc cette complémentarité, elle est vécue dans une relation donc à la fois objective et relative. Objective, pourquoi? Parce qu'on peut reconnaître un homme d'une femme, on peut reconnaître le sec de l'humide, enfin du mouillé, le froid du chaud. Et relative, pourquoi? Parce que, évidemment, il y a une palette infinie d'expressions du féminin et du masculin, comme pour ces autres dualités fondamentales que je vous présente, comme le sacré et le profane aussi. Quelque chose peut être chaud, très chaud, un peu chaud, pas très chaud. De même qu'on peut être une femme... pour reprendre le langage courant, très féminine, un peu féminine, garçon manqué, etc., etc. Il y a une infinité de manières de vivre ce masculin et ce féminin. Et autant d'ailleurs en termes d'habitudes sociales, de vécu individuel, que de représentation et de symboles. On n'utilise pas dans chaque pays, dans chaque mythologie, les mêmes symboles pour représenter le masculin et le féminin, même s'il y a des grosses convergences. Donc voilà ce que nous cherchons à défendre. C'est important de le redéfinir ensemble, c'est important de le redire ensemble, parce que je remarque que c'est souvent la grande difficulté quand on est amené à défendre une vision juste et saine des sexes, c'est qu'on ne sait pas exactement, on n'a pas toujours les termes pour le défendre. Et aussi parce que se mêle à ça tout un certain nombre d'enjeux politiques, puisque les questions auxquelles on est confronté, c'est rarement un débat de but en blanc sur la complémentarité des sexes, c'est souvent des questions ponctuelles. Alors une fois qu'on s'est formé, qu'on s'est informé, qu'on a assez clair en tête la vision du monde qu'on souhaite défendre, la question qu'on est amené à se poser, c'est quel impact, en fait, cette donnée du réel, qui est la sexuation, doit avoir dans l'organisation de la société, dans le politique. Donc le politique, c'est l'art d'organiser la vie en société, en fonction de règles qui sont censées donc assurer la pérennité du corps social et le bon fonctionnement des activités nécessaires à la vie humaine. Bon. Comme la sexuation est une donnée du réel, le politique va y être nécessairement confronté. D'abord parce que le fait que l'humanité soit sexuée implique que le politique va devoir organiser à la fois le même et le différent. Et va devoir organiser la mixité des sexes. Et ça, c'est quelque chose qui a été vécu de manière très différente à chaque époque et dans chaque société. Il y a pourtant du commun. La première manière d'à peu près toutes les sociétés d'organiser le rapport entre les sexes, c'est le mariage. Le mariage, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la manière qu'ont trouvé les hommes, les organisations sociales, d'assurer une stabilité aux enfants à venir, d'assurer un cadre pour la génération. C'est-à-dire que cette fécondité naturelle du couple homme-femme, elle prend place dans la société à travers le mariage, qui garantit à la fois la sécurité physique et matérielle des femmes qui sont censées enfanter et des enfants qu'elles enfantent. D'accord. À ce titre-là, le mariage qu'on voit désormais, et notamment à travers les plumes des auteurs féministes, comme un instrument d'oppression, a d'abord été conçu et vécu surtout, plutôt que conçu, a d'abord été vécu comme une institution protectrice des femmes et des enfants. Voilà. Par ailleurs, toute cette pensée féministe, je l'ai dit, est nourrie aussi d'une vision politique dans laquelle nos organisations sociales sont le fruit donc, d'un contrat pour tout le versant plus politique, et toutes ces pensées féministes considèrent que la culture prime sur la nature.
Alors que dans notre vision des choses, ce que nous défendons, c'est la vision d'Aristote selon laquelle l'homme est un animal social, c'est-à-dire que la nature ne se conçoit pas sans la culture. On ne peut pas penser un homme en dehors de ses relations humaines, en dehors d'un réseau familial, d'un réseau communautaire. À ce titre-là, il me semble, erroné d'essayer de penser, il est erroné de considérer que le mariage est quelque chose qui a été plaqué sur le couple. Il y a une continuité entre le couple, entre la fécondité naturelle du couple homme-femme et cette institution qui est une manière de la société d'organiser les choses. D'autant plus que, en fait, le mariage, il prend différentes formes selon les sociétés dans lesquelles on vit. Je vous renvoie à un livre qui est réédité seulement aujourd'hui aux éditions d'Égalité et Réconciliation, mais qui se trouve aussi dans ses premières éditions en seconde main, qui est l'histoire des femmes de Maurice Bardèche. Il revient sur toute l'histoire des femmes à travers l'humanité. Le livre est tellement bien documenté que cet homme-là, qui était pourtant le beau-frère de Brasillac, même ses détracteurs n'ont pas pu dire du mal de ce livre-là. Ils auraient bien voulu, mais tout le monde a été obligé de reconnaître que le livre était documenté, extrêmement intéressant, extrêmement bien conçu. Et donc, à travers ce livre, on voyage d'un continent à un autre, d'une époque à une autre, et on observe différentes manières de vivre et d'organiser justement la mixité des sexes. Et on voit différentes formes de mariage. Ce qu'on constate, c'est d'ailleurs que dans la tradition européenne, le mariage comporte plusieurs spécificités. Il s'est d'abord constitué comme majoritairement monogame et indissoluble. Alors, notre conception du mariage, elle est largement héritière du droit romain, d'une part, des us et coutumes germaniques, d'autre part, dans lesquels il existait le divorce, mais à la plupart des époques, on y avait très peu recours, et seulement dans certaines sphères de la société. Le christianisme a donné, lui, quant à lui, un sens nouveau à des habitudes qui étaient déjà largement ancrées, en combattant les dernières exceptions qui étaient été faites à la monogamie, et surtout en instituant l'indissolubilité du mariage. Donc on est dans une continuité. Et ce qui est très intéressant dans cette logique, c'est qu'on pense le mariage non pas comme une simple nécessité naturelle, mais comme un moyen de perfectionnement des personnes dans le cadre d'une dynamique de réciprocité entre l'homme et la femme. Et c'est notamment pour ça que le mariage offre au couple et à la génération le cadre le plus stable et protecteur possible pour les enfants et les femmes, mais aussi pour la pérennité de la société. Puisque la famille, traditionnellement, est considérée comme la cellule prépolitique de base de la société. C'est-à-dire que d'où l'État tire son pouvoir, traditionnellement dans la pensée européenne, c'est de l'autorité du père de famille, qui délègue à chaque échelon son autorité avec une forme de subsidiarité à un échelon plus haut, jusqu'à, à l'époque, le roi, qui était considéré comme le père de tous les Français. Enfin, bon. Dans les autres pays européens, c'est la même chose, sous le système féodal. Aujourd'hui, on a tendance à considérer l'État comme totalement comme une entité très différente, en fait. Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui un État qui ne se considère plus du tout comme étant l'émanation de le dépositaire de l'autorité du père de famille. Et je vais peut-être récupérer la petite. D'accord. Donc, une dernière notion qu'il faudrait qu'il s'agit d'aplanir et de revoir ensemble, c'est cette notion d'égalité. Parce que la complémentarité est aujourd'hui de plus en plus souvent opposée à la notion d'égalité. C'est-à-dire que d'un côté, il y aurait les gens qui veulent l'égalité entre hommes et femmes, qui sont les gentils, et les gens qui sont partisans de la complémentarité et qui veulent que les femmes fassent la cuisine. Voilà. L'égalité, c'est quelque chose, c'est une notion qui est très différente de la complémentarité. La complémentarité, c'est, on l'a dit, un principe organisateur, tandis que l'égalité, en fait, c'est tout simplement une notion juridique. C'est un mode d'organisation... Ah, j'ai récupéré. Oh, c'est pas chaud là. Voilà, pas dans le micro.
Alors, on va en revenir à la notion d'égalité. Je suis désolée pour le micro. Mais non. Bon, du coup, t'as trop pleuré. Ça va, ma puce. Ça va. Bon, du coup, t'es bien. Alors, je sais pas si on va m'entendre si je me lève, mais je vais parler plus fort. Donc, une des spécificités en fait de la civilisation occidentale, c'est aussi que dès l'Antiquité, en fait, en Europe, on assiste à une beaucoup plus grande mixité en fait des hommes et des femmes dans l'espace public. À la fois, il y a à peu près que dans certaines cités antiques où il y avait une stricte ségrégation des sexes, comme on peut l'observer en Orient ou en Asie, hein, avec le concept du harem notamment. Il y a vraiment des organisations sociales dans lesquelles les hommes et les femmes ne se croisent pas. En Europe, c'est très différent. On a dès l'Antiquité des cités comme Sparte, où les hommes et les femmes se croisent quotidiennement. Et cette mixité, elle va s'accroître avec le temps. Elle va s'accroître avec notamment l'avènement de l'industrialisation. Donc à partir du XVIIe dans certains pays comme l'Angleterre, et avec son avènement au XIXe siècle. Non mais il faut juste qu'elle se calme. Non mais les femmes ont toujours travaillé. Les femmes ont toujours travaillé. Mais ça a été longtemps. Bon, je vais pas. Comment on chante ? Ça va ? Hop là. Je suis désolée pour la vidéo, du coup. Non, je sais pas. Mais en fait, donc, le travail des femmes s'organisait en fait, dans l'Antiquité à partir de la famille. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le travail des femmes n'était pas seulement celui du foyer qu'on connaît à l'heure actuelle, faire la cuisine, changer les couches, allaiter les bébés. C'était aussi la maison romaine, la villa romaine de l'Antiquité. C'est une entité qui compte jusqu'à 30-40 personnes, qui a une autonomie économique énorme. C'est-à-dire que les femmes de la maison, qui sont donc autant la femme du chef de famille que les servantes qui ont eux-mêmes leur famille, leur mari sur place qui sert à autre chose, etc., elles fabriquaient des tissus, elles fabriquaient les réserves de provisions pour toute l'année, etc. C'était des véritables petites usines. Et donc ça a continué pendant très très longtemps. C'est-à-dire qu'à l'époque médiévale, c'est pareil, les femmes travaillent énormément. Sauf que ce travail s'organise dans une sphère domestique ou dans la sphère du village, et notamment entre femmes d'un côté, entre hommes de l'autre. Il y a des femmes qui dirigent des corporations au Moyen-Âge, hein, qui ont des postes très très importants. Il faut lire à la fois Régine Pernoud et Bardèche là-dessus, c'est passionnant. Et sauf que justement, les corporations sont rarement mixtes. Et c'est vraiment avec l'industrialisation qu'on va se retrouver avec une mixité beaucoup plus grande des sexes, qu'il va s'agir d'organiser du point de vue politique. Et on va l'organiser selon le mode de l'égalité. Et ce que je vous disais en préalable sur les mouvements féministes, c'est que donc c'est à ce moment-là qu'on va changer aussi de regard sur l'être humain et qu'on va avancer vers une certaine individualisation. Et avec donc l'industrialisation progressive de l'Europe, les hommes et les femmes dont les travaux et les métiers étaient avant largement séparés commencent à devenir des ressources absolument interchangeables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas demander dans un poste un homme plutôt qu'une femme ou une femme plutôt qu'un homme. On considère que, alors qu'avant, il y avait des métiers qui étaient plus largement réservés aux hommes, plus largement réservés aux femmes. Même si on a vu des corporations de femmes maçons au Moyen-Âge. Et cette interchangeabilité, elle se justifie sur le plan politique par cette notion nouvelle d'égalité. L'égalité, c'est extrêmement intéressant. Ça sert à quoi l'égalité ? Normalement, ça sert à organiser en fait le même. L'égalité, elle répond à l'enjeu de la reconnaissance des pairs, c'est-à-dire qu'il s'agit de traiter de manière identique des personnes dont on juge qu'elles doivent être traitées comme telles. D'accord ? Donc c'est pour ça que dans la société féodale, il n'y avait pas ce système d'égalité, puisque c'était une société de privilèges. C'est extrêmement intéressant de revenir sur cette notion d'ailleurs, parce que la notion de privilège ne signifie pas qu'il y a des privilégiés
et des pauvres miséreux en bas, hein, ça signifie que chaque personne est associée à un certain nombre de prérogatives et de privilèges qui peuvent être autant des droits corporatifs que une seigneurie, la gestion d'une seigneurie ou la gestion d'une charge, etc. etc. Mais bon, c'est pas notre sujet. L'égalité, donc, c'est un outil d'organisation du même. C'est extrêmement intéressant pour organiser les rapports entre les hommes et les femmes, dans la mesure où on partage une nature humaine. Une même nature humaine. Donc, dans une certaine mesure, il est nécessaire qu'il y ait une forme d'égalité entre les sexes. Mais cette égalité doit être restreinte à un simple principe juridique. C'est l'égalité des hommes et des femmes devant la loi, qui répond d'ailleurs à leur égale dignité sous le regard de Dieu. Hein. Par contre, lorsque l'égalité dépasse ce cadre, lorsqu'elle devient un outil d'organisation du monde, comme pourrait l'être la complémentarité, lorsqu'elle devient un objectif politique, c'est là où l'égalité devient idéologue. Et on le voit concrètement dans les lois qui ont été passées ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y avait une des premières critiques de loi qu'on avait faites avec Antigone, c'était une critique de la loi cadre égalité femmes-hommes, qui justement navigue entre différentes conceptions de l'égalité. C'est absolument fascinant. Elle pose l'égalité en droit, mais elle pose aussi l'égalité comme objectif. C'est le principe des quotas, l'égalité comme objectif. C'est de dire il faut impérativement qu'il y ait autant d'hommes et de femmes dans les conseils d'administration de toutes les entreprises et dans à peu près tous les postes possibles et imaginables. Donc là, on pose l'égalité non pas comme une égalité en droit, ce qui signifierait par exemple que les hommes et les femmes ont un égal accès à toutes les professions, mais on le pose comme objectif, ce qui donne il faut 50% d'hommes et de femmes à tel et tel endroit. Et là, on comprend très bien avec cet exemple-là à quel point, lorsqu'on pose l'égalité comme un objectif, on finit par essayer de faire rentrer la réalité dans un petit cadre idéologue au détriment de la réalité et des envies des uns et des autres. Nous, justement, face à cette question des quotas, on s'est toujours positionné très contre. Pourquoi ? Parce que la question à se poser sur la présence ou non des femmes dans tel ou tel métier, c'est avant tout, est-ce qu'elles y ont réellement accès ? C'est-à-dire déjà, est-ce qu'elles ont légalement accès à telles études et à tel poste ? Si tel est le cas, tant mieux. Et ensuite, il faut se poser la question de est-ce qu'elles y ont réellement accès ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des horaires de travail réalistes ? Est-ce que ces métiers, ces postes sont respectueux de leur vie de femme ? Et ce qui est intéressant quand on commence à se poser la question en ces termes-là, plutôt que dans les termes idéologiques des quotas, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, la plupart des métiers dans lesquels on demande plus de femmes, d'ailleurs, à l'heure actuelle, sont des métiers qui ne sont pas plus adaptés à des hommes non plus, si ces hommes sont pères de famille. Parce que pourquoi dans les conseils d'administration, dans les postes en politique, il y a très peu de femmes, c'est notamment à cause de cette incompatibilité avec le rythme d'une vie de famille. C'est une des grosses raisons pour lesquelles les femmes ne veulent pas entrer dans certains de ces postes-là. Et pour lesquelles elles se font écarter aussi. Parce que quand on part du travail tôt pour aller chercher ses enfants, etc., on a moins de chances d'avoir une promotion que son collègue masculin, c'est un fait. Mais sauf que la question à se poser là, c'est et les hommes de famille et les pères de famille là-dedans, quand est-ce qu'ils voient leurs enfants ? C'est pas normal non plus qu'un père ne rentre à 21h tous les soirs et voit jamais ses enfants. Donc là, il y a peut-être un enjeu de société à revoir. Il y a peut-être des vraies questions à se poser. Et on remarque que quand on se pose ces questions-là sur la réalité des femmes, sur les problématiques propres aux femmes, en des termes plus justes, on est amené à une critique beaucoup plus radicale de la société et beaucoup plus intéressante, dans la mesure où c'est une critique qui me semble ouvrir une réflexion qui soit bénéfique à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et c'est ça qui est intéressant, plutôt que de rester sur ces visions très idéologues qui essayent de faire rentrer la réalité dans des petites cases qui ne fonctionnent jamais. Ouais, ça je vais taper. Alors, donc ce qui est intéressant, voilà, on a reposé toutes ces bases intellectuelles. Donc, pour conclure, quel féminisme pour les femmes ? La première conclusion, c'est pas le féminisme actuel. Voilà, le féminisme prédominant en France, non seulement, je pense, n'apporte pas de réponse adéquate aux problèmes des femmes, même si elle soulève beaucoup de questions très intéressantes.
Pourquoi? Parce que si elles ont autant de succès, ces féministes, mais notamment sur Internet, c'est aussi parce qu'elles soulèvent des réels problèmes. Elles soulèvent un réel mal-être à beaucoup de niveaux. C'est-à-dire que notamment cette question de la charge mentale, cette fameuse question de la charge mentale, c'était un vrai sujet. C'est que les femmes se sentent débordées par le cumul de leur travail, de toutes les responsabilités qu'elles ont à assumer avec leurs enfants, auprès de leurs enfants, etc. Et puis d'un certain poids social autour de ça, etc. etc. Et qu'elles sont seules pour l'assumer. Donc, il me semble qu'un certain nombre de débats et de sujets féministes aujourd'hui méritent d'être regardés avec un peu plus d'attention, parce que s'ils sont soulevés, ces débats-là, c'est sans doute parce qu'il y a un vrai problème à l'origine. Il y a eu aussi beaucoup de travail fait par les groupes féministes sur toutes les violences gynécologiques et obstétricales, par exemple, dont la droite en général, les défenseurs de la complémentarité en général ont beaucoup ri. Mais ce sont des vrais problèmes, en fait. La difficulté, c'est que la plupart des groupes féministes qui avaient abordé ce problème-là, avec des Tumblr comme Je n'ai pas consenti, qui étaient des plateformes de témoignages participatifs, hein, j'allais lire tous ces témoignages, c'est accablant, ont résolu le problème en disant c'est parce que la médecine est sexiste. Mais non. Alors peut-être qu'il y a des médecins sexistes par-ci, par-là, peu importe, pas la question, mais c'est parce qu'il y a un problème de fond dans le rapport moderne de la médecine avec le corps, qui est considéré comme, comme je vous disais tout à l'heure, comme une pure donnée matérielle. On ne touche pas un sexe comme on touche un bras, voilà. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faudrait se poser. C'est pas parce que la médecine est sexiste, c'est parce que la médecine occidentale, et là je ne prends pas le cas de tel ou tel médecin qui peut très bien avoir une pratique très respectueuse, mais globalement, on s'est engouffré dans une vision du corps, la médecine occidentale s'est engouffrée dans une vision du corps qui est extrêmement matérialiste et qui n'est pas respectueuse de l'unité du corps et de la personne. Ce qui explique en partie un certain nombre de ces violences. Ensuite, il y a toute une histoire de l'obstétrique et du rapport des femmes à la maternité, à leur cycle, et du rapport de la médecine à la maternité. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que dans ces sujets-là, il y a un réel sujet de société que se sont finalement accaparés quelques militantes féministes en donnant leur grille de lecture, en donnant leurs réponses et en proposant des formations pour les médecins pour être moins méchants vis-à-vis des femmes. Ça ne va pas régler le problème. Le problème, c'est qu'il y a réellement des femmes qui souffrent dans des accouchements traumatiques, dans des consultations qu'elles vivent extrêmement mal, et que c'est un sujet qui nous concerne, contrairement à ce que j'ai pu entendre quelquefois, pas seulement les femmes, mais les hommes aussi, parce que c'est la femme de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un, ce qui se fait traiter comme ça. Et c'est pas au titre du fait que ce soit la propriété de cet homme-là, c'est au titre justement du fait que son rôle de père, son rôle de mari, son rôle d'homme, c'est aussi de la protéger de toutes ces violences qu'elle peut subir. Et il me semble que justement un des enjeux fondamentaux de toutes ces violences, et notamment des violences sexuelles faites aux femmes, c'est qu'elles atteignent autant les femmes que les hommes. Je ne dis pas qu'un homme va souffrir du viol d'une femme comme elle souffre de son propre viol. Qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ça atteindra nécessairement pourquoi le viol a été utilisé comme arme de guerre. Je pense que ça a été utilisé à plein de reprises, mais je pense notamment, parce que ça a été très clairement écrit à ce moment-là, aux soviétiques quand ils sont rentrés dans Berlin. Le mot d'ordre, c'était de violer les femmes. Pourquoi? Parce que quand on viole une femme, on la détruit en la considérant comme un simple objet. Hein, par ailleurs, il y a des degrés il y a des manières de faire, peu importe. Là, c'était particulièrement barbare, mais parce qu'on atteint aussi tous les hommes qui l'entourent, qui ont été incapables de la défendre. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans tous ces exemples historiques. C'est que quand les hommes sont rentrés, beaucoup ont rejeté ces femmes qui s'étaient fait violer. Mais pas seulement parce que c'est dégoûtant, parce que tu es déshonoré, etc., mais parce que ça les atteint aussi dans leur rôle d'homme, évidemment. Et quand on viole une femme, on atteint aussi sa descendance, dans la mesure où c'est un traumatisme, et qu'on sait maintenant qu'il y a un bagage aussi émotionnel, qu'il y a un bagage non dit qu'on transmet à ses enfants, et qui peut être difficile à vivre. C'est pour ça que ces questions, voilà, c'est un exemple de la manière dont toutes ces questions féminines, soulevées à l'heure actuelle uniquement par les féminismes, principalement par les féministes, concernent en réalité la société tout entière, et pour lesquelles dont il est, à mon sens, urgent de s'occuper, mais de s'occuper avec des arguments
des arguments clairs, avec une vision des choses saines, pour justement pouvoir avoir des propositions politiques adéquates. Et par exemple, justement, sur cette question du féminicide, où on cherche à... je reviens là-dessus, mais on cherche à faire du féminicide une notion juridique, c'est extrêmement grave dans la mesure où, à mon sens, ça minimise quasiment, en fait, la gravité des actes qui sont qualifiés de féminicide. Je m'explique. On va qualifier notamment un meurtre conjugal de féminicide à l'heure actuelle dans la bouche de certaines militantes. Parce que l'homme qui aurait tué sa femme l'aurait tué parce qu'elle est une femme et qu'il hait toutes les femmes ou je ne sais quoi. Quand on dit ça, le problème c'est qu'on omet de punir pour des choses bien plus graves. C'est-à-dire que pourquoi cet homme-là qui a tué sa femme devrait être puni? D'abord parce qu'il a tué quelqu'un, c'est quand même grave. Ensuite parce qu'il a tué sa femme, envers lesquelles il avait des devoirs, et qui, elle, lui faisait confiance. Donc il nuit à deux choses, iront la confiance supposée dans le couple, et par ailleurs, il n'assume pas ses responsabilités de mari. Voilà. Et ensuite, parce qu'il nuit à la stabilité de la société tout entière en rompant cette confiance. Il nuit à l'institution du mariage et donc à la stabilité de la société. Donc, à mon sens, cette notion de féminicide, elle est en réalité très réductrice. Les féministes pensent en faire quelque chose d'extrêmement sévère. Elles finissent par condamner tous les hommes dans le même sac, même ceux qui n'ont rien fait. Alors que justement, de définir les choses, justement, permet de remettre chaque chose à sa place et de ne pas condamner la galanterie avec les violeurs, par exemple. Mais de surcroît, de condamner des actes comme, par exemple, un meurtre conjugal, avec toute la gravité que ça implique, et d'un point de vue aussi politique, parce que c'est un facteur d'instabilité de la société. Voilà. Je vois que l'heure tourne, que je me laisse entraîner. Pour résumer, je pense que à l'heure actuelle, pour défendre les femmes, réellement, il faut donc s'informer, je l'ai dit, mais il y a aussi des combats politiques à mener d'urgence. La défense du mariage, j'ai expliqué pourquoi, me semble primordial, parce que c'est le premier lieu de la stabilité du couple et le premier lieu, du coup, de stabilité pour les femmes, comme pour les hommes, et parce que c'est le lieu, justement, supposé, on espère, de l'harmonie des sexes. Il faut arrêter de considérer le mariage et le couple par l'exception. C'est-à-dire que oui, tout le monde ne s'entend pas bien. Oui, il y a une incidence de divorce monstrueux. Mais plus on met en cause le mariage lui-même, plus on nuit au mariage. Plus à l'inverse, on essaie de le revaloriser et de donner des moyens au couple de s'en sortir, de retrouver une stabilité, etc. Plus on rentre dans un cercle vertueux et on est en mesure de justement d'endiguer cette instabilité croissante du couple et de la famille. Et pourquoi faut-il la défendre aussi, cette famille et ce mariage ? C'est simplement par sens des hiérarchies politiques. C'est-à-dire que défendre le mariage ne signifie pas, par exemple, que tout le monde, tout un chacun, soit obligé de se marier. C'est simplement qu'il s'agit de défendre une institution et un ordre de la société en disant voilà ce que serait l'idéal, même si tout le monde ne fait pas ce choix-là. Il faut aussi donc remettre l'égalité à sa place. C'est comme tout simplement l'égalité des droits, l'égalité devant la loi. Il faut aussi reconquérir nos libertés publiques. Pourquoi ? Parce que c'est la condition aussi, nos libertés publiques, pour pouvoir nous exprimer pleinement notre féminité et notre masculinité. Je m'explique. Cette féminité et cette masculinité, elles vont prendre des formes très différentes selon les uns et les autres. Et si nous ne sommes pas libres de nos choix, notamment au sein de la famille, il n'y a pas de... Nous ne pouvons pas explorer notre propre féminité, notre propre masculinité correctement. C'est-à-dire que si c'est l'État qui nous impose, par exemple, la bonne manière de partager le congé parental, si c'est l'État qui nous dit ce que monsieur et madame doivent faire dans l'éducation d'un enfant, on ne peut pas trouver son équilibre dans le couple. On ne peut pas trouver correctement sa place de mère et sa place de père si tout est tracé par l'État, si tout est tracé par des lois en vigueur.
on a besoin d'une certaine liberté pour pouvoir exercer nos responsabilités de parents, nos responsabilités d'hommes et de femmes. Et ça, c'est un gros sujet à l'heure actuelle, d'ailleurs, parce que ces libertés sont largement attaquées. Et donc, les problèmes des femmes doivent, en conclusion, être replacés dans une dynamique sociale générale, avec le rôle de l'homme, avec les différents états de vie potentiels d'une femme, et en fonction de dynamiques qui dépassent cette question féministe. Le problème de beaucoup de débats féministes à l'heure actuelle, c'est de regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, sans replacer les choses dans un contexte. À nous de repenser les choses et de proposer des solutions adéquates aux problématiques des femmes aujourd'hui, en repartant de cette conception plus juste des rapports entre les hommes et les femmes, basée sur la complémentarité des sexes et sur une vision plus apaisée des rapports entre les sexes. Et je pense aussi que pour défendre les femmes, il s'agit que les femmes soient fières de leur féminité et de leur spécificité de femme. Et ça passe aussi, à mon sens, à travers non seulement la pensée, la formation, etc., mais aussi à travers la transmission d'une culture riche de la différence des sexes, c'est-à-dire à travers aussi des modèles quotidiens, des modèles culturels, des modèles historiques. Je vois toutes ces bannières autour de saints de l'Église, et il y a parmi ces saints des modèles de féminité et de masculinité incroyables. Vous avez parlé dans l'introduction de Saint Joseph, il y a évidemment la Vierge Marie, mais il y a un nombre de saintes pas possibles dans l'Église qui nous sont des modèles de féminité absolument fascinants et qu'on a tendance à oublier. Il peut y avoir aussi, donc dans les mythologies, il y a des archétypes féminins qui peuvent être extrêmement intéressants à explorer. On a aussi dans notre histoire une richesse incroyable, et sans doute dans l'entourage de chacun d'entre nous, des modèles justement à proposer aux générations futures pour être apaisés avec leur féminité, leur masculinité, et pour essayer de redonner un petit peu d'harmonie dans ces rapports entre les sexes. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. Je vous prie de m'excuser pour les petits rebondissements de la conférence et du coup les petits moments où j'ai perdu le fil, mais j'espère avoir été la plus claire possible. Et je suis disponible pour vos questions et précisions éventuelles. Merci beaucoup. On peut applaudir, je crois. Merci beaucoup pour votre belle et substantielle conférence où l'on a pu voir aussi en acte la différence des sexes. Je dois dire, je sens avec le père Hervé qu'on est assez admiratif de voir une conférencière pouvoir parler alors que les enfants pleurent. Ce qui pour nous, il faut le dire, une épreuve constante. En tout cas, le dimanche matin. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous ne pensez pas que le féminisme actuel est finalement une sorte de métamorphose du marxisme qui, après avoir échoué, je dirais, quelque part dans la lutte des classes et maintenant dans la lutte des sexes, qui, à travers le postcolonialisme, est également dans la lutte des races. Et en fait, on est dans une division qui date de Karl Marx. Et si je vous pose la question, c'est parce que j'ai en tête que Friedrich Engels avait promu la lutte des sexes dans son ouvrage qu'il a écrit après avoir terminé le Capital de Marx. De fait, c'est une remarque tout à fait pertinente. C'est ce que j'ai commencé un petit peu à dire, mais je n'ai pas eu le temps trop d'approfondir. Mais le féminisme se nourrit évidemment du marxisme, et c'est plus large que le féminisme, c'est-à-dire c'est toute l'intersectionnalité qui est nourrie de ça. C'est-à-dire que tous ces mouvements, tous les mouvements de revendication raciale, tous les mouvements LGBT et tous les mouvements féministes sont nourris par cette logique hegelienne, cette logique de lutte des classes qui devient la lutte des races, la lutte des sexes, la lutte de ci, la lutte de ça. Et c'est dans la continuité. En fait, c'est pour ça que je faisais ce petit aperçu en fait, de tous les courants de pensée qu'on nourrit le féminisme. C'est parce que ça peut apparaître un peu masqué par les autres courants de pensée qui ont aussi beaucoup nourri tous ces auteurs-là, parce qu'il y a des auteurs extrêmement divers et variés dans le féminisme, mais très clairement, sous-jacent à ça, et parmi
et parmi les éléments fondateurs du féminisme, il y a cette lutte des sexes. Et on le retrouve dans des notions qui sont partagées par la plupart des courants féministes, comme le patriarcat. Très clairement, c'est l'exemple type de cette logique de lutte des sexes. C'est-à-dire que les hommes, depuis la nuit des temps, voilà, essaient d'opprimer les femmes. Je pense qu'on a le temps d'une dernière question avant de prier les complis. Oui. Alors, quel est l'objectif à long terme, s'il y en a un, des pouvoirs politiques d'adhérer à ces théories du féminisme, théories du genre? Est-ce qu'il y a une politique, une vision à long terme ou alors quoi? Alors, objectif ou conséquence, je n'oserais me prononcer. Mais le fait est que le point commun de toutes ces courants de pensée qui ont nourri le féminisme, mais qui nourrissent plus globalement la pensée actuelle, c'est effectivement qu'on pense un homme coupé de tout son environnement, coupé de tous ses liens naturels. Pourquoi ? Parce qu'on le veut strictement rationnel, parce qu'on veut créer tout simplement dans toutes ces idéologies-là un homme nouveau. C'est déjà le cas chez Rousseau, qui cherche dans une certaine mesure à créer un homme nouveau. C'est le cas dans le marxisme qui cherche à créer un homme nouveau. C'est le cas dans un certain nombre de théories capitalistes qui veulent créer un homme nouveau. C'est le cas dans le féminisme qui veut créer un homme féministe, mon fils. Voilà. Donc il y a cette pensée. J'avais fait une conférence à un moment sur le transhumanisme, le féminisme et le transhumanisme. Et c'est une pensée, en fait, le point commun de tous ces courants de pensée, c'est d'être dans une logique prométhéenne. Et c'est d'ailleurs, là je rajoute mon petit couplet un peu plus catho, mais parce que la réflexion qu'on mène chez Antigone, nous on se place du point de vue de la loi naturelle, donc on ne va pas forcément jusqu'au bout de réflexions qui peuvent être largement complétées par toute la pensée de l'Église. Mais très clairement, cette logique-là, elle s'inscrit en contradiction totale, voire elle a combattu historiquement directement la pensée de l'Église. Donc c'est extrêmement intéressant et important de le noter. Que c'est le pendant inverse. Voilà. C'est l'homme qui crée l'homme nouveau. Et c'est pas la grâce de Dieu qui renouvelle l'être humain. Voilà. Voilà. Merci un grand merci. On vous propose de tradition de prier les conflits.